Salut à tous. Jeudi 2 avril 2026, et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, est avec nous. Bon retour parmi nous, Pepe. Welcome back, Pep. Welcome, Nima. Oui, eh bien, bienvenue Nima. Salutations de l'Asie du Sud-Est bouddhiste. Je suis très déprimé aujourd'hui, donc je demande déjà pardon à vous tous si j'explose. J'ai passé la majeure partie de la journée à exploser de rage en pensant à ce qui se passe et en considérant que c'est désormais une guerre contre plus de 90 millions d'Iraniens. C'est une guerre contre eux. Cela n'a rien à voir avec toutes ces conneries venant de ce filo da puta barbare. Non, c'est pire. C'est maintenant une guerre de vengeance, une vengeance aveugle, de l'impuissance, de la rage contre toute la population iranienne. Et si cela ne vous fait pas bouillir le sang, je suis désolé, mais vous n'êtes pas humain. Séfi, commençons par le fait que nous avons enfin entendu Donald Trump parler hier. Il s'est adressé au peuple américain à 21 heures au sujet de la guerre, sa mise à jour sur la guerre, qui en réalité n'apportait rien de nouveau par rapport à ce qu'il avait déjà dit auparavant. Mais voici ce qu'il a déclaré à propos de cette série d'attaques, vous savez, visant les civils et les infrastructures en Iran. Voici ce qu'il a dit. Manhattan. Pendant cette période, aucun accord n'a été conclu. Nous avons nos yeux sur des cibles clés. S'il n'y a pas d'accord, nous frapperons chacune de leurs centrales électriques très durement et probablement simultanément. Nous n'avons pas touché à leur pétrole, même si c'est la cible la plus facile de toutes, parce que cela ne leur laisserait aucune chance de survie ou de reconstruction. Mais nous pourrions le frapper, et il disparaîtrait, et ils ne pourraient rien y faire. Ils n'ont aucun équipement anti-aérien. Leur radar est complètement anéanti. Nous sommes une force militaire irrésistible. Les sites nucléaires que nous avons détruits avec les bombardiers B-2 ont été frappés si violemment qu'il faudrait des mois avant de pouvoir s'approcher de la poussière radioactive. Et nous les avons sous une surveillance et un contrôle satellitaire intense. Si nous les voyons bouger, faire le moindre mouvement, nous les frapperons à nouveau très durement avec des missiles. Nous avons toutes les cartes en main, ils n'en ont aucune. Il est très important que nous gardions ce conflit en perspective. Oui, je peux confirmer que tout ce qu'il a dit est un mensonge à 100%. Oui, ce sont des monstres. C'est un mensonge monstrueux après l'autre. Eh bien, à ce stade, je dirais même que les grains de sable du désert du Sahara savent que ce genre d'information lui est soufflé. Surtout par les trois imbéciles, ces infrahumains absolument répugnants. Le secrétaire des guerres éternelles, Jared Kushner et Witkoff. Ce sont eux qui lui fournissent ces mensonges qu'il répète, car évidemment, il ne lit rien, il ne vérifie rien. Et bien sûr, si tu es dans son entourage, tu dois lui lécher les bottes, sinon tu perds ton poste. Mais pire que tout cela, Nima, c'est la ligne qui circule partout dans le monde, celle qui en réalité l'incrimine déjà comme criminel de guerre. Le seul endroit qui reste pour le babouin de la barbarie, c'est un tribunal pour crimes de guerre, où il sera condamné, et de préférence, exilé dans une prison de haute sécurité avec travaux forcés pour le reste de ses jours misérables. Il dit qu'il va bombarder l'Iran jusqu'à l'âge de pierre. Il n'a même pas su le prononcer correctement. Il a dit « jusqu'aux âges de pierre » au lieu de « jusqu'à l'âge de pierre ». Eh bien, pour être très indulgent et diplomate, on peut dire que lorsque ses ancêtres essayaient encore d'allumer un feu, ils étaient de véritables barbares. Les Iraniens, eux, formaient déjà un empire extrêmement civilisé. C'est donc là que tout commence, pour remettre en contexte qui sont les vrais barbares, n'est-ce pas? Mais le développement le plus inquiétant, et évidemment, cela n'a pas été condamné par l'ONU, ni par qui que ce soit, ni par l'Occident.
Vous avez le président des États-Unis qui, en direct à la télévision devant la planète entière, se présente lui-même comme un criminel de guerre. Et rien ne se passe. Eh bien, au moins les choses sont désormais claires quant à ce que sont ces gens. Non seulement lui, mais aussi ceux qui le conseillent, et surtout ceux qui le tiennent en laisse à cause des compromissions qu'ils ont sur lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles il doit continuer dans cette folie. Il dit encore 4 semaines, mais cela pourrait durer davantage. Et que va-t-il se passer au cours de ces 4 prochaines semaines? Ils vont réduire en ruine les infrastructures de l'Iran, partout. C'est déjà le cas, et cela va devenir encore plus horrible. Il n'y a aucune limite. Ils bombardent des usines pharmaceutiques. Ils bombardent comme ils ont bombardé des ponts, y compris le pont B1 reliant Téhéran à Karachi. C'est un magnifique pont. Il a été inauguré il n'y a pas longtemps. C'est le pont le plus haut de toute l'Asie de l'Ouest. Il est essentiel, car cette liaison routière, Téhéran-Karaj, est l'une des plus importantes d'Iran, comme tu le sais, Nima. Ils ont même bombardé l'Institut Pasteur. J'ai visité plusieurs instituts Pasteur à travers le monde. Ils sont essentiels en tant que centre de santé, centre de vaccination et centre de recherche scientifique. Celui-ci, en Iran, si je ne me trompe pas, remonte aux années 1920. Et voilà, ils bombardent de nouveau, je l'ai vu il y a 5 minutes, ils bombardent encore une fois des quartiers civils à Téhéran, ainsi qu'à travers Ispahan. Voilà donc ce qu'ils vont faire. C'est par impuissance, par rage aveugle. C'est de l'envie, parce que ce sont une bande de barbares incultes et méprisables. Et c'est leur vengeance contre Téhéran. Si vous êtes une civilisation souveraine et résistante, une nation, un État-civilisation, comme l'est l'Iran, pour eux, c'est l'exact opposé de tout ce qu'ils prêchent et prétendent défendre. Non, ils sont pires que des barbares, des soi-disant barbares. Et je suis un grand admirateur des empires nomades, que les empires sédentaires qualifiaient autrefois de barbares, y compris l'empire romain, l'empire perse. Ils appelaient les peuples non sédentaires des barbares, mais ceux-ci avaient de nombreuses qualités rédemptrices, y compris artistiques, comme les Scythes, par exemple. Ces gens-là, ils n'ont absolument rien. La seule chose qu'ils possèdent, ce sont des bombes puissantes. Et évidemment, par impuissance, et maintenant que les classes dirigeantes de l'Empire du Chaos voient s'effondrer sous leurs yeux toute l'arnaque qu'elles ont bâtie après 1945, on peut à peine imaginer à quel point elles sont pleines de ressentiment. Mais on peut comprendre d'où vient cette rage. Il n'y aura plus de repas gratuits pour eux. Et il suffit d'une seule nation résistante et souveraine pour faire s'effondrer tout le château de cartes. Mais je suis très déprimé par ce qui attend le peuple iranien et l'Iran lui-même dans les prochaines semaines. Ça va être horrible. Ça va être horrible. C'est la seule chose qu'il leur reste, Nima. Il n'y a plus rien. Ils ont perdu toutes les bases militaires. Ils ont perdu la plupart de leurs avoirs partout. Leurs troupes vivent dans des hôtels. Ils ont perdu le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils sont en train de perdre le contrôle du pétrodollar. Bientôt, ils vont perdre la plupart de ces stupides pétromonarchies du Golfe. 2 d'entre elles coopèrent déjà avec l'Iran, Oman et le Qatar. Tôt ou tard, les autres devront faire quelque chose. Sinon, elles vont disparaître. Elles deviendront une simple note de bas de page, même pas une note marginale dans l'histoire, surtout les Émirats. Surtout les Émirats, qui, pour toutes les raisons pratiques, sont déjà en guerre avec l'Iran. Donc, quoi qu'ils disent, cela n'a pas d'importance. Ils sont en guerre, ils facilitent les attaques des Américains. Il y a beaucoup de personnel militaire américain, surtout autour de Dubaï. Alors préparez-vous. Ils ne tiendront pas longtemps si cela continue ainsi.
Et les Iraniens, ils savent tout ce qui se passe partout. Et ils prennent des notes. Ils ont des noms, des emplacements, des informations satellites. Tout. Et l'Arabie saoudite est le grand joker du jeu. Nous ne savons toujours pas de quel côté elle penche. Les choses ont changé depuis la remarque « embrasse mon cul » du babouin de Barbarie, MBS, avec son ego. Waouh, il prépare une vengeance à long terme. Wow, he's planning a long-term revenge. And it will be very painful. Et ce sera très douloureux pour les Américains. Cela a déjà commencé. Il a déjà déclaré qu'il n'achèterait plus d'armes aux États-Unis. On peut donc supposer qu'ils vont commencer à acheter à la Russie tôt ou tard. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un appel téléphonique aujourd'hui, Nima, Poutine et MBS. Je me demande de quoi ils vont parler. Ça va être intéressant. Il n'y aura pas de fuite, mais ce sera intéressant. Donc, les choses changent. Ce qui nous reste, c'est Bahreïn. Bahreïn va s'effondrer. Cette monarchie va disparaître. Le Koweït, tôt ou tard, comme nos amis irakiens le théorisent déjà, sera probablement annexé de nouveau au gouvernorat de Bassora, ce qu'il était auparavant, bien sûr. Nous avons donc le joker de l'Arabie saoudite. Ce sera quelque chose d'assez fascinant à suivre. So this is going to be quite something to follow. Je pense que c'est important, Pepe, ce qui se passe avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. On peut voir une sorte de fracture, une différence entre les deux États. Ils en avaient déjà une auparavant, à l'époque où les choses se passaient au Yémen. Ils se combattaient d'une certaine manière. Et maintenant, avec le temps qui passe et la réalité de la guerre qui s'impose, la vérité commence à apparaître. Tu vois, ces appels téléphoniques ont un sens. Il faut comprendre pourquoi ils ont besoin d'appeler Vladimir Poutine. Ils l'ont déjà fait auparavant, et maintenant, ils recommencent. Parce qu'après tout, supposons que Donald Trump parlait de vendre des F-35 à l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Arabie saoudite? Rien. Nothing. Nothing. Rien. Rien du tout. Donc oui. Et tout cela a changé radicalement. La semaine n'est même pas terminée, mais tout a vraiment basculé au cours de cette semaine, à commencer par ce quatuor à Islamabad. Il est très important de vous le rappeler. Ce n'était pas un axe sunnite. C'est absurde. Ceux qui disent cela ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Il s'agissait de 4 nations musulmanes qui se sont réunies au-delà de l'Organisation de la coopération islamique, au-delà du CCG, au-delà de tout autre cadre islamique ou musulman multilatéral, avec le Pakistan plus ou moins comme coordinateur. Donc le Pakistan, l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Théoriquement, ils discutaient de ce qu'ils pourraient proposer comme une sorte, disons, de rapprochement discret entre Washington et Téhéran. Ils se sont donc rendus à Islamabad. Ils ont ce blabla habituel. Tout le monde sourit. Sourit à propos de quoi? Les photos sont pathétiques. On voit ces 4 imbéciles sourire comme s'ils étaient dans un club de golf. D'accord. Donc, évidemment, ils n'ont rien trouvé de concret. Cela explique pourquoi le ministre des Affaires étrangères du Pakistan a dû sauter dans un avion le lendemain matin pour aller à Pékin parler aux gens qui comptent vraiment, les Chinois. Il est donc allé là-bas pour rencontrer Wang Yi. Très bien. Cela avait évidemment été discuté auparavant. Les Chinois, bien sûr, parce qu'ils entretiennent une relation étroite avec le Pakistan, le corridor économique Chine-Pakistan, etc., ont dit « D'accord, tu y vas, tu discutes, mais dès que tu as terminé, tu viens ici nous dire si tu es arrivé à quelque chose. » Évidemment, les Chinois savaient que tu n'arriverais à rien. Mais, et c'est là le grand mais, après la rencontre de Dar avec Wang Yi, il publie une déclaration conjointe en 5 points. Et quand on lit cette déclaration, je l'ai lue au moins 3 fois, je me suis dit, est-ce qu'ils disent vraiment ça? Parce que ce n'est qu'un ensemble de clichés. Par exemple, s'ils croient que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou la Charte de l'ONU seront respectés alors que les États-Unis peuvent opposer leur veto à tout,
C'est complètement absurde. Donc ce n'était pas « j'y vois une manœuvre de diversion chinoise destinée à calmer tout le monde ». Mais les véritables discussions auront lieu entre la Chine, la Russie et l'Iran, en coulisses, pas avec ces quatre-là. Donc vous savez, le Pakistan a joué un rôle de protagoniste momentané en organisant cette réunion à Islamabad. Protagonist role setting up this meeting in Islamabad. Now nobody's talking about Pakistan anymore because the whole Plus, personne ne parle du Pakistan maintenant, parce que tout s'est déjà effondré au cours de la semaine. Même avant les divagations de l'âge de pierre, bla bla bla, du babouin de la barbarie. Mais cela n'a duré que 2 jours, au maximum. Tout le monde sait que ce qui compte vraiment sera discuté par le nouveau triangle Primakov, Eric, Russie, Iran, Chine. Et bien sûr, les Chinois ne vont pas jouer leur jeu en public. Tout cela se fera de manière très discrète. Une autre raison pour laquelle les Chinois ne pouvaient absolument pas approuver quoi que ce soit de ce qui a été discuté par les 4 musulmans est la suivante. Comment les Chinois pourraient-ils être les garants d'un soi-disant plan de paix et prendre le risque d'en être les garants alors qu'ils savent parfaitement à qui ils ont affaire de l'autre côté? When they know that they are dealing on the other side, they are dealing with a bunch of barbarians on the other side. For them, remember Lavrov, the United States is non-agreement capable. Souviens-toi, Lavrov, les États-Unis sont incapables de respecter un accord. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'avant. D'abord avec l'Ukraine, maintenant avec l'Iran, même chose. Les Chinois ne risqueront donc jamais leur réputation diplomatique. C'est pourquoi les conversations vraiment importantes ont lieu entre le RIC, le nouveau triangle de Primakov, la Russie, l'Iran et la Chine. Et nous ne connaîtrons le résultat qu'à la dernière minute. Et pour conclure cette partie, Nima, hier, l'ambassadeur iranien à Moscou, a accordé une interview à TASS et il a réitéré les mêmes positions iraniennes depuis le début, désormais réduites à 4. Il y en avait 9 auparavant, puis 5. Mais les 4 principales, tout le monde les connaît. Fin de la guerre, fin de leur nouvelle souveraineté sur le détroit d'Ormuz et garantie qu'ils ne seront plus attaqués. Cela signifie des garanties au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela n'a pas beaucoup d'importance, car les Américains rompent toutes les garanties. Mais il y aura des garanties que le monde entier pourra voir. C'est un document public. Et si les Américains le violent, il sera prouvé qu'ils l'ont fait. Et bien sûr, le programme nucléaire civil, se poursuit. Tout le monde le sait. Donc, lorsque l'on compare ces 4 points avec les 5 points du plan Chine-Pakistan, il y a beaucoup de divergences. La seule explication rationnelle est que les Chinois ne voulaient pas se compromettre en quoi que ce soit, sachant qu'ils ne peuvent faire confiance à beaucoup, en réalité, je dirais à la plupart, de ces autres nations musulmanes. Le Pakistan, peut-être, car ils entretiennent une relation plus étroite. Mais ils ne peuvent pas faire confiance à la Turquie. Ils ne peuvent pas faire confiance à l'Égypte, même si l'Égypte est membre des BRICS. Mais l'Égypte, en gros, leur gouvernement est aligné avec les sionistes. Et l'Arabie saoudite, encore une fois, la carte imprévisible, le joker. Personne ne sait où l'Arabie saoudite va aller ensuite. Donc tout cela, Nima, c'est incroyable. Ça n'a duré que moins de 3 jours. Après 3 jours, tout s'est effondré. Et le nouveau récit était « Trump va annoncer une invasion terrestre ou il va annoncer qu'il rapatrie les troupes ». Beaucoup d'analystes américains, très bien informés, disaient à l'avance qu'il allait annoncer le retour des troupes parce qu'ils regardent les chiffres, ces taux de popularité plongeant dans un abîme sombre. Ils regardent le marché obligataire, ils regardent le marché pétrolier, ils regardent le S&P 500. Au final, c'est ce que nous avons vu. In the end, this is what we saw. We saw an unhinged psycho killer. Nous avons vu un psychopathe déchaîné déclarer en substance qu'il voulait détruire une nation de 90 millions d'habitants. Quel genre de désescalade est cela? C'est encore pire qu'une invasion terrestre. Toute invasion terrestre, comme nous le savons tous, Nima, est vouée à l'échec, à un échec total.
Mais ceci est pire. C'est un bombardement délibéré des infrastructures d'un État tout entier, sans aucune discrimination. La manière dont il l'a formulé, évidemment, son anglais est celui d'un enfant de 3 ans au mieux. Mais la façon dont il l'a lu sur son propre téléprompteur montrait qu'il s'agissait d'une extermination, d'une campagne de décapitation contre l'ensemble de la population iranienne. Et c'est pour cela que c'est si grave. Et je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas la moindre condamnation venant de ce qu'on appelle la communauté internationale. Ian, Personne n'est sûr. Pepe, je pense que tu as raison à ce sujet. Désolé de te demander ça, mais j'aimerais te poser une question. As-tu interprété son discours de la même manière? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je pense vraiment qu'il va attaquer tout en Iran. Les hôpitaux, les usines pharmaceutiques, les écoles, les universités, tu sais tout. Les autoroutes, tout. Il veut tout détruire avant de quitter le Moyen-Orient. C'est son plan, parce que, d'un point de vue stratégique, toute l'opération a été un échec total. Il n'a rien pu faire militairement pour vaincre l'Iran, ni sur le plan militaire, ni sur le plan stratégique. C'est pour cela qu'il s'en prend aux civils, parce qu'il veut infliger de la souffrance à la société. Il veut plonger l'économie iranienne dans le chaos, avec des problèmes surgissant partout en Iran. C'est ce qu'il prévoit, parce qu'il n'a pas pu le faire militairement, ni vaincre l'Iran sur le plan stratégique. Mais les répercussions de ce qu'il va faire et de ce qu'il a déjà fait jusqu'à présent sont si graves pour toute la région. C'est incroyable. Je pense qu'il est important de réfléchir à la manière dont cela influencerait l'ensemble de la région. Non seulement les États arabes, mais aussi Israël. Israël va-t-il survivre à cela? Je pense qu'avec le temps, peut-être d'ici 2 à 4 semaines, l'Iran va frapper Israël d'une manière qu'il n'a jamais connue auparavant. Ils vont frapper quelque chose, en réalité, tout, si les États-Unis continuent sur cette voie. Je ne sais pas comment cela va se passer pour Donald Trump. Comment voyez-vous la pression sur Israël? Comment voyez-vous la manière dont l'Iran pourrait provoquer une sorte de catastrophe? Israël s'arrêterait d'une manière ou d'une autre. Tout va s'arrêter en Israël. Quelle sera la prochaine étape logique dans la stratégie iranienne? Raser Israël, paralyser le fonctionnement de l'économie et de l'État israélien, attaquer tous leurs nœuds essentiels. En somme, les paralyser, rendre ce mini-État non viable. Ils ont 4 semaines pour le faire. En considérant qu'ils n'ont même pas encore véritablement commencé, 4 semaines suffisent largement pour détruire la majeure partie d'Israël. La plupart de ce qui a une quelconque valeur en Israël, les corridors de connectivité, les centres de recherche, les centres scientifiques, et surtout tous les nœuds militaires, tous les sites militaires spéciaux. Israël est petit, mais c'est une immense base militaire. Alors, frappez tous les points névralgiques de cette base militaire. Ils peuvent faire ça en 4 semaines. Et ensuite, évidemment, nous aurons à nouveau un appel téléphonique avec la Maison-Blanche. Et là, tout est possible quant à ce que le babouin va dire. Il pourrait dire « Je ne peux rien faire pour vous aider ». Il pourrait dire « Écoutez, je me retire de cette guerre. Ce n'est pas la mienne. » Ou il pourrait redoubler d'efforts et bombarder encore davantage l'Iran. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer. Mais il y a une réelle possibilité qu'il essaie de s'en sortir. Bien sûr, il ne peut pas le faire, parce que nous savons tous pourquoi. Les donateurs, vous savez, les compromis, les dossiers d'abstinence, tout ça. Mais en considérant que maintenant, s'il y avait un examen psychologique de son cerveau à cet instant, le résultat serait immédiatement asile de fou. Considère qu'il est désormais complètement déséquilibré. Tout est possible.
Tant qu'il a quelque chose, après ces 4 semaines qu'il s'est imposé, à vendre à l'opinion publique américaine intérieure. Pas au monde, car plus personne dans le monde n'achète ce qu'il dit, mais à une fraction de l'opinion publique américaine selon laquelle il aurait gagné. Ce qui correspond au fameux « Très bien, c'est fini, on a tout bombardé, on a gagné, passons à autre chose », ce qu'en réalité, il aurait pu dire hier. Which is what he could have said that yesterday. He had an opening to do that yesterday. Il avait une occasion de le faire hier. Il a décidé, peut-être à la dernière minute, de prolonger cela de 2 à 4 semaines supplémentaires. Une fois de plus, notre analyse de la destruction de l'Iran, autant que possible, correspond parfaitement. Dans son esprit vindicatif, c'est simple. Puisque je n'ai pas pu gagner, je vais les détruire. Mais évidemment, il ne calcule pas, car ce n'est pas un stratège. Il ne prend pas en compte l'ampleur des représailles que l'Iran peut infliger à Israël dans les prochaines semaines. C'est pourquoi nous ne savons toujours pas comment il réagira d'ici la fin avril. Dans son esprit, cette affaire se termine bientôt, d'une manière ou d'une autre, d'ici la fin avril. Car en mai, il y a le voyage en Chine. Il doit arriver en Chine avec quelque chose. Il ne peut pas s'y présenter comme un potentat vaincu. Et bien sûr, il pense déjà aux élections de mi-mandat. En même temps, tout cela contient en germe la destruction de l'économie mondiale. Si cela continue encore 4 semaines, les dégâts seront irréversibles et il faudra des années pour retrouver quelque chose qui ressemble à la normalité. Tout le monde en convient déjà. Goldman Sachs, JP Morgan, même les études américaines le reconnaissent. Certains disent que même si nous arrêtions maintenant, il faudrait attendre la fin de l'année, voire l'année prochaine, pour revenir à une forme de normalité. Si cela continue encore 4 semaines, alors nous devrions commencer à penser à des années de catastrophes à venir. Voilà. Nous sommes sur une trajectoire où dans 4 semaines, les dégâts infligés à l'économie mondiale seront irréversibles, avec des conséquences inimaginables, surtout pour les pays endettés, les pays sans accès au pétrole et au gaz, peu importe lesquels. C'est terrifiant, Nima. Peux-tu imaginer? Parce qu'en fin de compte, si l'on veut résumer, c'est à cause de 2 criminels de guerre que la majeure partie de la planète est plongée dans ce vide obscur. C'est terrifiant. Oui, vas-y. It is really terrifying. Yes, please, go ahead. La guerre, Pepe, jusqu'à présent, regarde les cibles qu'avaient les Iraniens. C'était essentiellement des radars, des rassemblements de soldats américains, des armes, des munitions, tout ce qu'ils avaient dans la région. Voilà les principales cibles des attaques iraniennes, non seulement dans les États arabes, mais aussi en Israël. En ce moment, je pense que l'une des raisons, si tu regardes la courbe depuis les premiers jours de cette guerre, c'est que le nombre de drones et de missiles tirés par l'Iran était très élevé. Puis à mesure qu'il détruisait tout dans ses bases, le nombre a commencé à se stabiliser. À ce stade, je pense que la question de la durabilité de la guerre est ce que l'Iran a en tête. Comment la maintenir? Comment la poursuivre au fil du temps? Mais si les États-Unis intensifient le conflit, parce que Donald Trump parle de 4 semaines, dans l'esprit des Iraniens, ce n'est pas 4 semaines. Cela va durer 4 semaines. Une longue, très longue partie, une longue guerre. Même les médias israéliens le disent. Hier, plus de 700, peut-être 760 drones ont été lancés contre Israël et la plupart ont touché des sites sensibles. Les Israéliens estiment que les Iraniens produisent un grand nombre de drones d'attaque précis et bon marché. L'Iran se prépare à une bataille prolongée. C'est le calcul du côté israélien. Je pense que c'est la réalité. D'après ce que je comprends de l'armée iranienne et de sa stratégie, voici comment ils voient les choses. Ils veulent poursuivre cette guerre. Ils ne feront pas simplement des allers-retours.
Si une escalade se produit, comme Donald Trump en parlait hier, ils répondront de la même manière, peut-être au double, voire au triple. Tout comme on attaque actuellement les infrastructures iraniennes. Mais il faut comprendre que tout autour de l'Iran, depuis le Kurdistan irakien vers le sud, se trouvent ces bases américaines. C'est, vous savez, collaborateurs des États-Unis. L'Iran doit donc faire face à tous ces problèmes autour du pays. C'est pourquoi je pense que, même avec les attaques contre les usines de dessalement, les écoles et les ressources en eau, l'Iran garde son attention sur des cibles stratégiques. Mais à mesure que ces cibles sont totalement épuisées, totalement hors service, ne fonctionnant plus pour les États-Unis, cela pourrait avoir une énorme influence sur l'économie à long terme, comme vous l'avez mentionné, car cela touche les installations pétrolières, gazières et de dessalement. Ce sont là d'énormes escalades, comme Donald Trump en parlait encore hier. Eh bien, la stratégie la plus rationnelle pour l'Iran à présent serait de raser Israël, bien plus que les pétromonarchies du Golfe. Et les pétromonarchies du Golfe, les sites importants à Bahreïn et au Koweït, ont déjà été frappés. Elles peuvent l'être de nouveau. L'attitude de l'Arabie saoudite dépendra bien sûr de la manière dont les Saoudiens vont agir à partir de maintenant. Et la cible clé, ce sont les Émirats. Car une fois encore, les Émirats sont de facto en guerre avec l'Iran. L'Iran devrait donc s'en prendre aux infrastructures de ses ennemis. Et c'est tout. Ce n'est pas très compliqué à effacer, vous savez, car ils savent déjà ce qui vient de la combinaison Epstein Syndicate, à savoir des bombardements indiscriminés et ininterrompus. Ils doivent donc répondre de la même manière. Et voici les deux cibles principales, Israël et les Émirats arabes unis. Ce sera probablement la logique à partir de maintenant, au cours des prochaines semaines. Et évidemment, les issues de secours sont hors de question. Vous avez vu la tentative d'assassinat de Kamal Karazi. Sa femme a été tuée et il est probablement grièvement blessé. C'était l'un des derniers négociateurs encore en vie. Après Karazi, il n'y aura plus de négociateurs. Ce sera le noyau dur des gardiens de la Révolution. C'est tout, et ils iront jusqu'au bout. Les possibilités d'une issue de secours ont donc considérablement diminué cette semaine au cours des dernières 48 heures. Voilà. Nous sommes pris dans la logique de la machine infernale de l'escalade, comme je l'ai appelé dans l'un de mes articles la semaine dernière. Nous sommes en plein cœur d'une machine d'escalade sans limite et sans issue de secours. C'est terrifiant, vraiment. Du moins, de ce point de vue, si l'on revient à la vue d'ensemble, nous avons déjà certains des résultats de cette guerre, quoi qu'il arrive ensuite. Premièrement, l'Empire du Chaos ne récupérera jamais ses bases militaires en Asie occidentale. Jamais. Elles sont perdues à jamais. C'était l'une des exigences de l'Iran. Deuxièmement, le nouveau régime dans le détroit d'Ormuz. Voilà, il ne reviendra pas à ce qu'il était auparavant. Il sera négocié avec Oman. Les Iraniens ont déjà mis en place le fonctionnement dans les eaux territoriales iraniennes. Et Oman peut faire la même chose si les pétroliers passent par les eaux territoriales omanaises. C'est la même chose, mais cela concerne les deux. C'est un système différent, complètement différent. La moitié est déjà en vigueur. Voilà. Il faut payer le péage, communiquer les informations essentielles, obtenir l'approbation de la marine des gardiens de la Révolution. Ensuite, c'est bon. Il existe différents niveaux. On peut avoir des accords de gouvernement à gouvernement. Par exemple, cela s'applique déjà au Sri Lanka. Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, Inde, c'est déjà en vigueur. Cela pourrait s'appliquer à l'Irak, peut-être à d'autres plus tard. Avec la Chine, aucun problème. With China, no problem. It's part of their strategic partnership.
Cela fait partie du partenariat stratégique. Alors voyons. L'Occident, surtout celui qui impose des sanctions à l'Iran, ce sont pour eux tous des cartons rouges. Nous dépendrons donc peut-être de certaines nations occidentales cherchant à conclure des accords individuels avec l'Iran. C'est une autre histoire. Mais le nouveau système est déjà en place. Il a été approuvé par le Parlement iranien et c'est tout. Il va devenir loi et personne ne peut rien y changer. Ces résultats ne sont donc pas provisoires. Ce sont des conséquences à long terme de la guerre déjà devant nous. Et le troisième point, plus immatériel, presque métaphysique, c'est que l'aura d'invincibilité de l'Empire, c'est fini et pour toujours. Et cela a été vu par les rues arabes, par les terres de l'islam, par le Sud global, par tous ceux qui ont des yeux et un cerveau qui fonctionnent. Voilà, ils ne s'en remettront jamais. Alors, ajoutez à tout cela le pétro-yuan en vigueur, au point d'étranglement le plus important de la planète. Voilà, vous avez, je dirais, 70 à 80% des conséquences les plus importantes de la guerre déjà en cours. Alors, qu'espère-t-il accomplir, Nima? Réduire l'Iran en ruine. Est-ce que cela changera quoi que ce soit de tout ce qui précède? Non, absolument rien. L'histoire d'horreur sera bien sûr celle de l'Iran en tant que nation et des 90 millions d'Iraniens. Mais ils pourraient reconstruire. Ils ont en eux la capacité de reconstruire. Et l'exemple d'un État souverain, résistant, civilisationnel, affrontant l'Empire, pratiquement seul et faisant hurler l'Empire, impressionnant. C'est la grande leçon du XXe siècle, que personne d'entre nous ne s'attendait à voir se produire aussi vite. Cela se passe en ce moment même, sous nos yeux. C'est ainsi que commence la multipolarité, sous le feu. Il n'y a pas d'autre voie. Voilà. Donc, évidemment, Nima, on ne peut pas s'attendre à ce que ces barbares comprennent conceptuellement de quoi nous parlons. Ils sentent que tout ce qu'ils avaient imaginé, pas planifié, car ils n'avaient rien planifié, a terriblement mal tourné. Maintenant, ils veulent que cela s'arrête. Ils ne savent pas comment. Et ils savent que si cela s'arrête, ce sera avec leur défaite stratégique, ce qui est encore plus douloureux. Il n'y a donc pas d'issue pour eux. Cela explique, à bien des égards, leur rage aveugle. Alors tu sais, leur rage aveugle se détourne vers le bombardement des infrastructures civiles. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, absolument pas. Et cela ne fera que renforcer encore davantage la détermination iranienne. Maintenant, j'ai une question pour toi, Nima. Elle est très sensible. Bien sûr, elle reste spéculative, puisqu'elle provient de différents points du monde chiite, du monde arabe, de l'islam en général, ainsi que de certaines personnes bien informées en Occident. Peut-on dire que les gardiens de la révolution islamique contrôlent désormais entièrement l'État iranien et qu'Ayatollah Mostafa Khamenei est davantage une figure symbolique, très respectée, mais qui ne prend pas les décisions finales? Je te demande ton analyse personnelle. Tu peux la donner en tant qu'Iranien. Il n'est pas nécessaire que ce soit une analyse géopolitique. Non. Je pense que ce qui se passe à l'époque du nouveau dirigeant, le nouveau guide suprême, c'est que, à mon avis, il va entretenir à peu près le même type de relation avec les gardiens de la révolution. Cela signifie que c'est lui qui prendra les décisions. Il ne fait pas partie des gardiens de la révolution, mais il entretient avec eux une relation très solide et étroite. D'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont presque identiques. Je pense que la bonne façon de le formuler, c'est qu'il n'y a aucun fossé entre les deux. C'est pourquoi ils sont si unis dans leurs buts, leurs objectifs, leurs intentions. Il n'y a donc vraiment aucun espace entre eux, aucun écart du tout. Alors, quelle serait la stratégie à mesure que le temps passe avec cette guerre au Moyen-Orient? À mon avis, ce serait celle-ci.
le guide suprême de l'Iran, avec le corps des gardiens de la révolution islamique, ne considère pas les populations vivant dans ces États arabes comme des ennemis. Il les voit comme leurs frères et sœurs. C'est la réalité. Les gens doivent comprendre cela. Ce qui se passe au niveau des dirigeants de ces pays est quelque chose de totalement différent, et ils font la distinction entre le peuple et la direction. C'est pourquoi je pense qu'à long terme, la politique consistera à se rapprocher des populations de la région, à renforcer la résistance, tout le mouvement. Pepe, tu peux le voir dans les actes de résistance. Ce n'est pas fondé sur, vous savez, quelques personnes qui dirigent tout ou qui sont proches les unes des autres. Le chef de la résistance en Irak et le chef de la résistance au Yémen. Il s'agit du peuple. Vous savez, l'ensemble de la foi chiite les rassemble tous. Je pense qu'après ce qui s'est passé à Gaza et en Cisjordanie, cela réunit non seulement les musulmans chiites, mais aussi les musulmans sunnites. Vous savez, c'est une nouvelle sorte de ton, une nouvelle attitude, un nouveau type de mouvement qui émerge au sein de la communauté musulmane. Et beaucoup de gens en Occident ne le comprennent pas. Ils ne saisissent pas ce qui se passe. C'est pourquoi Benjamin Netanyahou parle de vouloir créer une sorte d'alliance contre les actes de résistance. Mon Dieu, ce type ne sait pas de quoi il parle. Vous savez, si MBS ou MBZ, Mohamed Ben Zayed, décide de conclure une sorte d'alliance avec Benjamin Netanyahou, ce sera lui. Et vous savez, MBZ avec leurs proches, peut-être 20 personnes, 4-20 personnes, pas plus. Il ne s'agit pas de la population de ces pays. Il faut que nous comprenions cela. Il faut que nous comprenions ce qui se passe. Vous avez mentionné le cas de Bahreïn, le cas du Koweït. Ce sont d'immenses changements qui se produisent dans la région, et l'Iran le comprend. C'est pourquoi je ne vois pas seulement entre le CGRI et le guide suprême d'Iran, mais même parmi ces gens-là, surtout, vous savez, les réformistes. Tu sais, regarde comment Pazeshkian est aujourd'hui. Compare simplement le Pazeshkian d'aujourd'hui à celui qu'il était lorsqu'il a été élu. Si tu lis ses tweets d'hier et ceux qu'il a publiés au moment de son élection en Iran, le ton a changé. Il n'y a plus vraiment de différence maintenant. Les gens qui essayent de tracer une ligne entre les gardiens de la révolution, les réformistes et les dirigeants, je pense qu'ils se rapprochent tous. Parce que c'est l'Iran qui combat l'Empire. Ce ne sont pas les gardiens de la révolution qui combattent l'Empire. C'est l'Iran, tout le pays, la population, qui lutte contre l'Empire et son vassal, son proxy au Moyen-Orient, à savoir Israël. C'est la réalité, je pense. Est-ce que je n'ai vu cela nulle part. Y a-t-il eu une communication directe entre l'ayatollah Sistani ou le bureau de l'ayatollah Sistani et l'ayatollah Mustafa jusqu'à présent? Ils l'ont fait? Je n'ai trouvé cela nulle part. Ils ont des liens étroits. En fait, il a félicité Mustafa Khamenei pour sa nouvelle fonction de guide suprême. Bien sûr, mais je parle des contacts plus étroits, pas seulement des reconnaissances officielles. Je vois. Les gens parlent, j'imagine. Ils sont en contact en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas seulement entre l'ayatollah Sistani et le guide suprême de l'Iran. Tout l'axe de la résistance communique entre eux. Ça, c'est sûr. C'est une énorme ligne de communication qui est en train de se mettre en place. Oui. Avant Pepe, avant que la guerre ne commence, personne ne pensait même à la résistance en Irak. Ils ont tout fait. On parlait des Yéménites et de Sarla. On parlait du Hezbollah. Et tu sais à quel point ils sous-estimaient ces deux groupes, les Yéménites et le Hezbollah. Ils sont totalement différents de la manière dont ils étaient présentés auparavant dans les médias grand public.
Aujourd'hui, ils connaissent la réalité de ces deux forces. L'importance de l'Irak, Pepe, c'est autre chose. Parce que l'Irak partage une frontière avec l'Iran et qu'il est proche du Kurdistan irakien, où sont basés ces groupes terroristes kurdes. Ils sont la principale ligne de défense contre ces terroristes kurdes s'ils décident de faire quelque chose. C'est pourquoi je pense que l'Iran a totalement dominé la région jusqu'à présent. Tout est sous le contrôle de l'Iran. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont si à l'aise avec la guerre dans laquelle ils se trouvent. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce que cela donnera à long terme, ce que ce serait sur le long terme. Mais Donald Trump essaye de tout perturber en attaquant des civils, en infligeant de la souffrance au peuple. C'est ce qu'il essaie de faire. Ouais. Et l'autre point, Pepe, ma question pour toi est de savoir comment la Russie perçoit la situation dans son ensemble en ce moment. Nous avions... C'est délicat. That's tricky. That's very, very tricky. Very tricky. C'est très délicat. Très délicat. Eh bien, nous étions censés y aller ce mois-ci, mais ils ont tout annulé à Moscou. On nous a dit qu'il y avait une concentration totale sur la guerre. Donc, vous savez, les réunions ou les conférences, ils ont tout annulé en avril. Mais le débat à Moscou est maintenant très sophistiqué, très délicat, car beaucoup de gens établissent des comparaisons directes entre l'attitude du Kremlin envers l'OMS et celle des Iraniens face à la guerre américaine contre eux. Et certaines de ces comparaisons ne sont pas très flatteuses pour les Russes. On peut imaginer pourquoi. Mais malgré tout, ces discussions sont très délicates. These discussions are very, very tricky. Because depending on how you formulate it, you can instantly... Parce que selon la manière dont on formule les choses, on peut immédiatement être qualifié d'antipatriotique, voire de traître. On peut donc comparer la méthodologie de l'opération militaire spéciale, du Kremlin, du ministère russe de la Défense, et le fait qu'il n'est pas, je dirais, frappé pour tuer, viser la jugulaire de l'OTAN jusqu'à présent. Et nous comprenons la motivation à long terme. Et bien sûr, dans le cas de l'Iran, ils ont dû viser la jugulaire, comme ils l'ont fait dès le début. Car pour eux, c'est une guerre existentielle. C'est une guerre à l'intérieur de la nation iranienne. La guerre en Ukraine est différente. Elle se déroule à l'intérieur des nouvelles régions de la Russie, mais elle vient de l'extérieur. It comes from outside, it comes from another nation supported by NATO. Cela vient d'une autre nation soutenue par l'OTAN. C'est une histoire complètement différente. Mais je suis très curieux, la prochaine fois que je serai à Moscou, d'approfondir le sujet, car il y a des rumeurs selon lesquelles la situation est peut-être sur le point de changer, que peut-être la Russie, cette année, portera enfin le coup de grâce, vous voyez. Et les pièces du puzzle sont déplacées d'une manière qui donne à la Russie une très forte probabilité, cette année, de frapper si elle le décide. L'Iran, ce n'est pas une question de choix. L'Iran n'a qu'une seule option, se défendre et infliger le maximum de châtiments aux Américains et aux Israéliens. C'est différent. Donc, mais en termes de soutien, par exemple, ce que Lavrov a dit il y a quelques jours était fascinant. For instance, what Lavrov said a few days ago was fascinating. He confirmed that Russia is supporting Iran. Il a confirmé que la Russie soutient l'Iran, mais il n'est pas entré dans les détails, car ce sont des questions qui relèvent du ministre de la Défense et du grand patron là-haut. C'est un secret d'État, mais tout le monde sait que c'est important, surtout en matière de renseignement, et notamment de coordonnées satellitaires très précises fournies aux Iraniens, afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont frapper et qu'ils frappent avec une précision maximale. C'est le mérite du renseignement russe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc cela ne va pas changer. Et bien sûr, il y a encore une fois des rumeurs, mais bon, il faut d'abord voir d'où viennent ces rumeurs. First, we have to see where these rumors are coming from. Il y a eu un message sans équivoque du Kremlin indiquant que si Israël tentait d'utiliser une arme nucléaire tactique,
ou même une arme nucléaire contre l'Iran, il y aurait des conséquences. Et je suis sûr que les Américains ont bien reçu le message. Évidemment, ces tueurs fous à Tel Aviv ne reçoivent de messages de personne. Mais je suis certain que les Américains l'ont compris et ont dit aux Israéliens « Allez-y doucement, car si cela se produit, ce ne sera pas nous, vous serez seuls. » La situation, comme nous le voyons tous, évolue littéralement en permanence. Elle est totalement fluide. Tout peut arriver. Toutes les options les plus terribles restent sur la table. Et, bien sûr, à cause de cela, toutes les issues rationnelles possibles ne le sont pas, ou elles y restent un jour ou deux, puis disparaissent à nouveau. Je pense, Pepe, que l'issue de cette guerre pour l'Iran sera qu'ils vont après tout se retirer du TNP. L'Iran ne fera plus partie du TNP. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Il n'y a plus aucune raison pour eux de rester dans le TNP. Ouais. Et en ce qui concerne le programme nucléaire, l'Iran ne va pas négocier avec les États-Unis. L'Iran ne se soucie plus des sanctions, ni de quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en ce moment, avec le détroit d'Ormuz, leur plan consiste, en quelque sorte, à passer du pétrodollar au yuan. Ils savent à quel point c'est important. C'est déjà le pétro-yuan. Et ils ont trouvé une source de revenus, donc ils n'ont même plus à se soucier des sanctions. Et alors, maintenant nous avons nos propres revenus. Nous les percevons sur notre propre territoire. Cela surpasse toutes les sanctions. En fait, d'un seul coup, c'est fascinant, Nima, ils ont en même temps contourné les sanctions, SWIFT et le pétrodollar. D'une intelligence remarquable, évidemment. Ils avaient déjà obtenu cela auparavant. C'était l'une des premières choses qu'ils avaient accomplies, il y a des années, assurément. Mais c'est ce qu'il a fallu pour. Et c'est ce mouvement qui a complètement déstabilisé l'Empire. Encore une fois, parce que ces idiots n'ont jamais, enfin, je ne parle pas du complexe militaro-industriel dans son ensemble. I'm not talking about the industrial military complex as a whole. I'm talking about the idiots around. Je parle des idiots qui entourent Trump, les 3 ou 4 personnes qui l'écoutent. Évidemment, ils n'avaient jamais prévu ça. Ils n'ont jamais pensé que ce serait faisable. Une fois de plus, ils pensaient qu'ils auraient une guerre de week-end, qu'ils gagneraient, et que le lundi ce serait mission accomplie et les marchés repartiraient à la hausse. Et maintenant, il est trop tard. Tu peux voir les rats s'enfuir pendant que le Titanic sombre, n'est-ce pas, Nima? Il essaie de jeter n'importe qui sous le bus devant lui. Ah, ce n'est pas ma responsabilité. Maintenant, c'est aussi la responsabilité de l'OTAN. Donc c'est la responsabilité de la planète entière, sauf la sienne. Et c'est lui qui a donné l'ordre final. Typique, mec. Des lâches. Tous les lâches réagissent de la même manière. Je pense que l'OTAN, c'est fini, Pepe, avec ce qui se passe dans cette guerre contre l'Iran. Parce que les Européens sont, d'une certaine manière, même l'Autriche a déclaré aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser notre espace aérien ni nos bases pour attaquer l'Iran. Et c'est cette nouvelle réalité que Donald Trump a tant de mal à accepter, car pendant si longtemps, il leur a mis la pression de 2% à 5%. Maintenant, les gens en Europe se demandent ce qui se passe. S'ils ne peuvent pas défendre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, comment pourraient-ils défendre l'Europe? Ou bien est-il encore possible pour les États-Unis d'aider l'Europe? Ils ont des forces en Allemagne depuis si longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, ils sont toujours là en Allemagne. Vous savez, le chef de l'AfD parle du fait que les États-Unis devraient quitter l'Allemagne. C'est la réalité. La nouvelle réalité ne concerne pas seulement la direction. Les gens ressentent cela aussi. Quelle est encore l'importance des États-Unis en Europe? Si l'Iran peut repousser les États-Unis du Moyen-Orient, alors pour la Russie, il sera facile de les repousser si elle attaque.
Et l'Europe doit parvenir à une certaine compréhension de ce qui se passe. Je pense qu'avec le détroit d'Ormuz, ils commencent à s'en rendre compte. Ils veulent conclure un accord avec l'Iran sans les États-Unis. Voyez-vous cela se produire en Europe, les gens prenant conscience de la réalité. Let's say that Disons qu'il leur a dit quelque chose comme ceci. Tôt ou tard, vous n'aurez plus aucune énergie, juste pour les secouer un peu. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Un autre effet très important, et en réalité une conséquence de la guerre, est le démantèlement progressif de l'OTAN. Cela se produit déjà. Beaucoup d'entre nous disaient « D'accord, l'OTAN et l'UE vont s'effondrer. Cela prendra du temps. Ce sera un processus parallèle. » Mais cela se produit bien plus vite que ce que nous aurions pu imaginer. L'OTAN est déjà en train de s'effondrer maintenant, en temps réel, juste sous nos yeux. Et ce n'est pas à cause de l'Ukraine ou de la guerre par procuration en Ukraine. C'est à cause de la guerre de choix menée par l'Empire contre l'Iran. Parce qu'à ce moment-là, cela touche. Bien sûr, l'Ukraine a une composante énergétique, sans aucun doute, mais c'est bien plus grave. Le détroit d'Ormuz est le goulet d'étranglement ultime. Si l'on touche au détroit d'Ormuz, c'est toute l'économie mondiale qui est affectée. Et les Européens voient maintenant qu'ils n'ont plus d'énergie, pas d'énergie supplémentaire, venant de nulle part. Plus de Russie, plus de Qatar, rien. Ils doivent agir. Alors, peut-être que c'est le début de... Je ne parierai pas là-dessus, Nima, vu l'étonnante médiocrité de l'ensemble de la classe politique européenne, à 2 ou 3 exceptions près. Mais évidemment, ils commencent déjà à se dire « D'accord, il faut faire quelque chose. » D'accord, au moins. Okay. At least. But the process of Mais le processus d'effondrement parallèle de l'UE et de l'OTAN a également reçu un grand coup de pouce avec la guerre. C'est une autre conséquence positive. Comment ils vont s'en sortir sans les États-Unis? C'est une autre histoire. C'est leur problème. Ils n'ont jamais pensé que ce jour viendrait. Eh bien, il est là. Il frappe maintenant à leur porte et ils doivent trouver une solution. Et bien sûr, ils ne changeront jamais d'état d'esprit du jour au lendemain. Je lisais les habituels chihuahuas polonais ou baltes de la Finlande dire « Nous devons maintenant reconstituer nos défenses contre la Russie ». C'est toujours contre la Russie. D'accord, avec leurs armées spectaculaires qui ne pourraient pas conquérir un stand de hot-dog et ils veulent reconstituer leurs armées pour combattre la Russie. Bonne chance. D'accord. Incroyable. Oui, je crois que Donald Trump demandait à la Pologne d'envoyer leurs patriotes. Ils ont dit non, nous en avons 1 ou 2. Après la Corée du Sud, maintenant la Pologne, allez-vous tout envoyer pour aider Israël? C'est vrai. Les gens doivent comprendre que les États-Unis sont prêts à tout sacrifier, absolument tout, pour Israël. Bien sûr. Mais maintenant, c'est au grand jour. Ce n'est pas incroyable, c'est crédible, parce que tout le monde a désormais la preuve, devant la planète entière, que la seule chose qui compte pour eux, c'est cette secte de la mort là-bas. Tous les autres ne sont que des vassaux dont on peut se servir, dont on peut tirer profit. Mais, tu sais, quand les choses se compliquent, voilà, il faut sauver la secte de la mort. Merci, Pep. Merci, tu as amélioré mon humeur. J'étais très déprimé. J'ai dit à Nima que j'étais très déprimé, mais après lui avoir parlé, mon moral est remonté. Merci, Pep. Grand plaisir, comme toujours. Grand plaisir. Merci, Nima. J'espère te voir ici au Brésil. Il faut que tu reviennes au Brésil. Si je vais au Brésil, ce sera peut-être à la fin de l'année. C'est très loin.
again. Ouais, bien sûr, bien sûr. Thanks. Mestas, continue. Exactement. Nevert, les tis fall. Ciao, ciao. Au revoir, au revoir. Ciao.